السلام عليكم bonsoir Zulfila مرحبا يسود مرحبا بكم microscope de ce dimanche, donc 1er juin. Nous allons le consacrer à la question de la justice et les droits de l'homme en Algérie. Comment va la justice en Algérie? Comment elle fonctionne? Est-ce que c'est vrai, la justice, comme l'appellent certains Algériens, la justice de téléphone? Est-ce que la justice est vraiment indépendante ou pas? Est-ce que la justice dépend vraiment des différents codes donc qui régissent la justice ou alors d'autres schémas qui existent en Algérie et que dire aussi des droits de l'homme en Algérie. Donc l'affaire de Saïd El-Narza qui est revenu cette semaine et Hamadi ainsi que Monsieur Sahli a justement a fait réagir beaucoup d'Algériens sur les réseaux sociaux par rapport à la justice et à son fonctionnement, juste surtout. Et donc, on va en parler avec nos invités ce soir. Avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun, militant politique, militant des droits de l'homme. Mohamed Arzqi Rahmoun, bonsoir. Zulfillah, Aslama. Bonsoir Hussein, Zulfillah. Je salue tous vos invités ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci. Avec nous aussi Omar Aït Mokhtar, militant politique. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Marhaba bik, Azoul. Bonsoir Hussein, bonsoir à tous ceux qui regardent le Maghrébien, là où on est. Merci Omar Aït Mokhtar. Alors, Mohamed Amzian Rahmoun, pourquoi cette question? Pourquoi cette question a été soulevée et pourquoi en ce moment surtout la justice? Est-ce que c'est une justice indépendante ou pas? Est-ce que c'est une justice de téléphone? Cette semaine, cette question est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux. Pas après l'histoire de Saïd El-Narza surtout. Ben oui, bien sûr. Déjà que la question s'est posée pas uniquement par rapport à l'affaire de Madame Narza ou bien sûr Sahli et Hamadi. C'est une question qui s'est toujours posée en Algérie. Est-ce que la justice est indépendante? Et nous, militants des droits de l'homme, nous avons toujours dit que la justice algérienne n'est pas, indépendante. C'est le contraire. Et encore, Madame Narza a produit une vidéo publique où elle stipule tout simplement qu'elle a pensé que la justice dont elle croit, la justice algérienne, aurait pu lui donner raison, parce qu'elle s'est dit innocente, ainsi que tous les accusés, mais finalement, c'est une justice de téléphone. Elle-même reconnaît que c'est une justice de téléphone, alors que ce n'est pas une dame réputée être dans l'opposition, c'est une dame qui a un parcours différent. Toutefois, elle reconnaît que la justice, finalement, n'est pas une justice indépendante. Elle est au gré de cercles, au gré si vous voulez, de pouvoirs différents. Et ça a été toujours ainsi. Je pense que c'est un véritable problème, celui de la justice. Et un État où il n'y a pas une justice indépendante ne peut pas prétendre être un grand État, premièrement. Et dans un État démocratique, il n'y a pas que la justice, aussi la séparation des pouvoirs. Sans séparation des pouvoirs, nous ne pouvons pas prétendre à avoir, si vous voulez, un équilibre aussi des pouvoirs. On ne peut pas prétendre à être, si vous voulez, à se sentir en sécurité. Et bien évidemment, les autres piliers de la démocratie, que sont l'alternance, la liberté d'expression et bien sûr la possibilité de choisir les candidats qui répondent aux aspirations des groupes ou du peuple algérien. Donc, dans l'affaire de Madame Narza, on doit juste retenir que malheureusement, c'est une affaire qui, bien sûr, je n'ai pas tous les éléments d'information nécessaires pour donner un avis définitif, mais au regard des informations recueillies par-ci par-là, il y a beaucoup de louches dans cette affaire. Et jusqu'à maintenant, bien sûr, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de questionnements, d'autant plus que l'article 171 de la Constitution algérienne, celle de 2020, donc déjà, elle prévoit que le juge doit respecter les pactes internationaux. Et la présomption d'innocence doit être sacrée. Non seulement que les pactes ratifiés tels que le pacte international des droits civils et politiques est un pacte qui doit être respecté et qui est un pacte supranational, donc il doit être suivi à la lettre.
la présomption d'innocence font partie des articles de ce pacte et c'est par voie de conséquence, les juges doivent tenir en considération la présomption d'innocence dans toutes les affaires, pas uniquement de Narza ou autres, mais tous les Algériens, les détenus d'opinion, tous les Algériens, le citoyen lambda. Si Mme Narza peut se permettre, vu qu'elle est une personnalité publique, d'avoir des sympathies parmi les gens qui la connaissent et les réseaux dont elle connaît aussi, qu'elle connaît, mais le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire quand il est tout simplement contraint d'affronter une justice où il ne se sent pas protégé? C'est le drame de l'Algérie d'aujourd'hui. Merci Mohamed Razqi. Nous allons écouter justement Saïda Narza sur cette idée. دولة عمرها ما عطتني سنتيم وكنت نروح نمثل الجزائر عمري ما قبلت حتى البي تاعهم نديه من عند الدولة الجزائرية. اليوم العدالة حكمت حكم يعني اللي تغربت ليه الناس كل راهم حايرين. ملف ما فيش ولا تهمة، ملف ما كاينش واحد فيه نطق وقال باللي ديت سنتيم من عند سعيدة نغزة. اليوم نشوف ان كولونيل يعني من امن داخلي اللي دار ضغوطات على هاد الناس ودار لهم ملفات اللي قال لهم روحوا شهدوا على سعيدة نغزة وتخرجوا من القضيه. الناس هادو مظلومين، الناس هادو ما عندهمش حتى باش يخلصوا محل، كاين الناس اللي ما عندوش وين يسكن وين ياكل. علاش الظلم هذا؟ علاش هاد الكولونيل عنده حق من جهه. Amaret Mokhtar, avant de passer à cette question, il y a un communiqué urgent, donc on va quand même en parler même rapidement. Amaret Mokhtar, le ministère des Affaires étrangères, donc qui vient de prendre un communiqué par rapport à la position du Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental. L'Algérie regrette le soutien du Royaume-Uni au prétendu plan d'autonomie marocain. L'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental et regrette le choix fait par Londres d'apporter son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Donc, rapporte l'APS, Amaret Mokhtar. D'accord. Donc là, déjà, il y a incohérence. Normalement, Tebboune devrait retirer son ambassadeur, comme il a fait avec la France. Et puis, pourquoi il ne l'a pas fait avec les États-Unis? Bon, pour moi, le Sahara occidental, c'est du passé, c'est un match perdu, ça ne sert à rien d'en discuter. Le Sahara est marocain, point à la ligne. Le Maroc a su faire du lobbying, il a convaincu, point à la ligne. Donc l'Algérie est en train de... C'est une cause perdue. Il faut se ressaisir, il faut arrêter. Depuis 75 ans, paye. Du Montréal Arabie Sahraouia de Tindouf, ça suffit maintenant. Bref, donc on passe à autre chose. Ça ne m'étonne pas. Le Royaume-Uni, il va y avoir tous les pays européens qui vont soutenir le Maroc, ça on le sait. Mais quelle sortie après pour ce pouvoir mafieux? Laquelle? Et puis, ce problème, la clé, la solution est entre les mains de l'Algérie. Si elle veut régler le problème demain, elle le règle. Le voisin marocain, il faut parler avec lui. Il faut, on connaît le problème. Donc ça sert à quoi qu'il soit réglé par les amis? Évidemment, là, ils feront tout pour séduire Donald Trump. Ils ont peur de lui. Il n'y a qu'à voir ce qu'a dit Boukadoum, l'ambassadeur d'Algérie à Washington. La coopération sans limite. La limite, c'est le ciel. C'est-à-dire, il lègue la souveraineté. Tranquille. Donc, c'est un pouvoir, il a peur de l'étranger, il a peur de l'intérieur, il a peur du peuple, il a peur de tout. Donc, là, vous êtes en train de parler de la justice, parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Il n'y a jamais eu de justice, ni sociale, ni politique, rien du tout. Il faut d'abord réhabiliter la politique pour parler de la justice. Il n'y a pas de la justice est un élément aux mains de ce pouvoir. Il utilise quand il veut. Il y a injustice. Il n'y a pas de justice du tout dans ce pays. On le sait très bien. Le cas de Saïda Narza est un cas d'école. Saïda Narza a pris le chemin qui mène à la prison. Et elle le sait. Elle a ouvert
la porte de la prison avec ses propres mains. Elle le sait très bien. Elle a été préparée. Boualem l'avait appelé, lui a dit qu'il va soutenir Tebboune. Par contre, bien avant, elle disait que Tebboune, c'est un bon président, il a fait tomber la SABA, comme si elle aussi, donc je ne vais pas l'épargner, ça a aussi fait partie. Ça, c'est pas la SABA. C'est un fonctionnement normal dans ce pays. C'est quoi sa richesse? Elle a des titres miniers. Qui a les titres miniers? C'est les généraux, il faut payer pour l'avoir. Tous les généraux, ils ont des carrières. Donc voilà ce qu'elle fait, Saïd Narzan. Comment elle a eu sa place, les titres miniers, comme tout le monde. Et c'est normal. Les titres miniers, ils sont distribués légalement. Tu fais un dossier, machin truc, mais pas pour un Algérien de lambda. Donc on sait qui ont les titres miniers. Et ça se vend aussi. Certains soutiennent au contraire l'idée que justement le cas de Saïda Narza, Ahmadi et Sahli est la meilleure preuve que la justice est indépendante. Ces gens ont été hier, rien qu'hier, ils étaient du côté du régime. Aujourd'hui, voilà, la justice est là. Mais Saïda Narza est visée, elle est quand même populaire, elle a de l'argent. Elle a bénéficié d'une visibilité. Elle pouvait faire mal au pouvoir. Elle connaît aussi Tebboune Boualem. Elle sait que c'est Boualem. Elle sait qu'il est président d'une confédération d'entreprises algériennes. Donc, Tebboune, par le biais de Boualem, a créé de toutes pièces le CREA. Le CREA, c'est les anciennes de Cheikh Haddad et puis les entreprises nationales. Elle était un peu jalouse. D'abord, elle a crié au scandale quand Moulin a été décoré par le président, par le chef de l'État. Et puis, elle disait bien que c'était l'ombre de Haddad. Si Haddad est en prison, Moulin doit être en prison. C'est la vérité. Donc, Haddad n'a rien à faire en prison. Si Moulin est à l'extérieur, elle aussi d'ailleurs. Donc, cette visibilité lui donnait une légitimité. Elle a cru, et puis elle l'a dit elle-même. Moi, je la connaissais à Narzan. Elle a dit elle-même, tant qu'il y a le casquette là, donc tant qu'il y a la casquette, donc les militaires, on sait très bien, elle est proche des militaires. Et on lui a donné même des garanties quand elle s'est évadée. Elle était en France, en Espagne, à un moment donné, elle avait peur de rentrer. Donc, Saïda Narzan a cru. A cru donc gêner Tebboune pour les élections. On lui a fait passer le message par Ben Grina, on lui a fait passer. Boualem l'avait appelé, c'est elle qui le dit. Et puis, on a donné l'ordre à Antal, à ce colonel Tarak, de lui monter un dossier. Par contre, les deux autres, ce ne sont que des lapins. On ne peut pas emmener Saïda Narzan toute seule. Donc, on fait croire que c'est les candidats qui ont triché. Ça n'a pas de sens. C'est comme classer le MAC, organisation terroriste, il fallait rajouter Rachid, alors qu'on n'avait aucun de Rachid inquiété. Donc voilà, c'est pour justifier un peu l'égalité, la mesure. Donc, Saïda Narzan, son cas est un cas d'école, c'est un régime mafieux, elle subit les conséquences, voilà, quand on s'y frotte, donc on s'y pique. Donc c'est ce qui se passe, elle paye le prix de son passé aussi, hein, parce que si on parle de la SABA, des gens qui sont enrichis, qui a de l'argent en Algérie, tu ne peux pas monter une entreprise si tu n'as pas d'appui. Tu ne peux pas importer si tu n'as pas d'appui. Certains se posent la question justement, quel message envoie le régime aujourd'hui à ses amis, à ses détracteurs aussi, par voie de cette histoire de Narza. مش ضروري نزيد نكرر كل مرة، رغم أن فيه محاولات في كل انتخابات نقبضوا واحد ولا زوج ولا ثلاثة اللي يحوسوا يشروا الدمم، يحوسوا يشروا الأصوات، مازال ما فهموش. دوك اللي يضرب فيها 10 سنين يعرفوا اش تاهي شراء الأصوات. على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. Omar Aït Mokhtar. Donc, Tebboune, voilà, c'est un comédien. Il avait annoncé un jour qu'il y avait 6 630 000 chouhada, la France a tué, tout ça.
Donc c'est le chiffre qu'on lui a annoncé en premier lieu pour les élections passées. Et puis, quand il dit Shiril Aswat, donc il a même prononcé le verdict avant même ces histoires. Donc les juges ont appliqué la justice de Tebboune à Shalsnin et Chouf Kifas. Donc voilà, Shiril Aswat. Donc voilà. Donc par contre, ce pouvoir, il est clanique. Il y a un clan qui pousse un autre clan à faire des erreurs. Aujourd'hui, le pouvoir a peur des politiques, a peur des partis politiques, a peur du peuple. Bien sûr qu'il ne veut pas, il ne sait pas trouver de solution, c'est la fuite en avant, la peur elle fait ça. Mais le problème aujourd'hui, s'il n'accepte pas la solution interne, on va la subir de l'extérieur comme d'habitude. Donc ce pouvoir est en train de casser ce qui reste. C'est tout. Donc Tebboune devient un danger pour le pouvoir lui-même, pour les siens, et devient un danger pour l'Algérie. Parce que tu sais qu'à l'Algérie, si jamais il tombe, quand on met tous les pouvoirs entre les mains, si jamais il peut tomber malade demain. Hein. Si les malades, donc l'État va s'arrêter. Alors là, c'est le décès, c'est possible, on va tous mourir. C'est le décès, s'il tombe gravement malade, inapte à conduire le pays. Donc le problème, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une personne. Si tout le monde tombe, c'est le château de cartes, tout le monde tombe, et on reprend un autre clan. Un autre clan va reprendre le relais, et l'autre clan, c'est lui qui le pousse à faire des erreurs. Ils essaient de négocier parfois. Le retour de Hassan explique tout. Le retour de Hassan, c'est tout fait, hein, parce qu'ils n'ont pas de solution, ils ont peur, donc surtout au niveau sécuritaire. L'ancien DRS avait les clés du Sahel, donc ils connaissent la question, le sujet, donc les frontières du Sud, que ce soit avec la Libye, le Mali, le Niger et tout ça, ils savent ce que c'est. Ils ont travaillé, donc là, et les remettre en selle, parce qu'il y a un danger éminent dans le Sud. Il n'y a pas que celui-là. Il y a un danger de Trump, il y a un danger du Maroc. On a mis le pays dans l'embarras. On ne sait pas où on va aujourd'hui. Donc, ce pouvoir, il ne veut rien entendre. Si la table est renversée par l'autre clan de Tawfiq, on peut trouver des solutions. Mais avec celui-là, donc il a fermé toutes les portes, il emprisonne tout le monde. La force n'a jamais été une solution. L'utilisation de la violence. Le peuple est violenté, il est outragé, on a peur. En Algérie, on a peur. Qu'on ait de l'argent, a peur, ils vont demander d'où vient cet argent. Dieu sait que personne ne peut justifier. C'était pauvre. Ben, c'est clair, c'est dans la merde, c'est dans la misère. Tout le monde a peur. Et on a peur de parler, on a peur de critiquer. Si tu veux. Merci, Omar, restez avec nous, Omar, restez avec nous. Mohamed Mziane, Omar est Mokhtar parler de ce concept justement de clanisme du pouvoir. Est-ce que la justice aussi répond à ce concept, à cette stratégie? Bien sûr qu'elle répond. C'est tout un système. On ne peut pas dire que c'est clair. C'est tout un système. Il développe des mécanismes d'action. Et comme il développe des mécanismes d'action, la justice est aux ordres. De ce fait, c'est au gré du clan, si vous voulez, le plus fort, ou de réseau, tout simplement. Et avant, j'aimerais juste réagir par rapport à cette nouvelle information que vous venez de donner, celle de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc je voudrais réagir à chaud. Ce qui fait que 3 membres du Conseil de sécurité, que sont la France et les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni maintenant, sont pour cette solution. De ce fait, il reste que la Russie et la Chine. Donc quels sont les deals que l'Algérie doit faire à la Russie pour qu'elle ne se prononce pas? Ils doivent être très importants, d'autant plus que nous assistons à une certaine, si vous voulez, l'Afrique est en train, avec le départ des États-Unis, à une certaine, si vous voulez, beaucoup de pays sont en train de virer vers la Russie. Et qu'est-ce que l'Algérie va consentir pour garder, si vous voulez, le non-positionnement de la Russie pour cette question? Avec le régime, le tsar de Russie, donc Poutine, on se demande quelles conséquences pour nos autres Algériens, bien sûr. Ça peut être sur le plan des libertés, c'est la fermeture totale. Et après, on se pose des questions. Donc ça, c'est juste à chaud. Mais j'espère que durant ce débat, il y aura on pourrait, si vous voulez, ouvrir d'autres perspectives, parce que c'est une information très, très, très importante.
Maintenant, pour ce qui est de la justice, c'est un secret de polichinelle que de penser qu'en Algérie, il y a une justice indépendante qui n'obéit pas à des ordres bien précis. C'est tout à fait, c'est une incohérence ou tout simplement c'est de la malhonnêteté de la part d'une personne que de dire que la justice est libre en Algérie, au contraire. Et j'ai parlé aussi de la séparation des pouvoirs. Nous vivons dans un pays où on n'arrive plus à... Les pouvoirs, je dirais, se chevauchent, tout simplement. Preuve encore, la justice militaire en elle-même. Il y a quelques années, le général Aïtou Arabi a été condamné. Il a fait écoper de 5 ans. Il a été acquitté. Maintenant, il revient à la tête de la DGSI. La question qui se pose, comment que la justice aussi militaire, elle a été instrumentalisée? S'il est innocent, pourquoi le condamner? S'il n'est pas innocent, pourquoi l'acquitter? Donc, à un moment donné, il y avait un clan qui était fort, il a obligé, si vous voulez, il a donné des consignes à la justice militaire afin qu'elle puisse réagir de la façon du fort du moment. C'est toutes ces institutions, en fait, qu'il faut revoir. Tant que l'Algérie n'agit pas tant que je dirais, tant que nous ne vivons pas dans un État où les institutions ont des modes de fonctionnement précis, qui n'obéissent pas à des systèmes claniques, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, ce n'est pas changer les hommes qui peut faire quelque chose pour l'Algérie, en fait. Tant que la nature du régime en elle-même n'a pas changé, les modes de fonctionnement, ça ne peut pas changer. Combien de fois, si vous voulez, il y a eu des changements d'hommes? Prenons par exemple les années 70, il y avait la sécurité militaire qui était c'est la colonne vertébrale de l'exercice politique et surtout. Après la mort de Boumedienne, il y avait donc apparition au grand jour de tous les clans, mais n'empêche que Qsdim Erbah, malgré qu'il a été, si vous voulez, isolé à un moment donné, mais nous assistons toujours, on change des hommes, mais la nature du régime n'a pas changé. Il y a apparition des clans, un nouveau clan vient, il essaie de faire des purges, un autre clan qui après revient, il essaie de faire des purges, mais jusqu'à quand? Par contre, dans un pays où il y a des institutions, il y a un fonctionnement institutionnel, là, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, changer les hommes, sans que le système change de nature, quelles conséquences pour les Algériens? Parce que nous, en tant que militants des droits de l'homme, on pense surtout aux Algériens. Quel avenir auront ces Algériens? Quel rôle de la justice dans cette Algérie? Comment les Algériens pourraient profiter de leur pays? Comment qu'un citoyen lambda, quand il va être devant la justice, il va se sentir à l'aise devant le juge et non pas avoir peur? Et cette politique de la peur peut engendrer d'autres effets. Parce que pour l'instant, ils essaient de maintenir cette camisole de tous les Algériens, mais ils doivent quand même faire leurs calculs. Sur le plan international, comme on est en train de voir, les choses bougent rapidement. La ceinture sécuritaire dans le Sahel, le Mali, le Niger, et bien sûr la Libye, et bien, qu'on le veuille ou pas, bien sûr le Maroc, les problèmes diplomatiques avec la France laissent que les choses évoluent rapidement. Il faudrait que ce régime comprenne que cette politique de faire peur et de ne pas donner d'importance aux libertés, à toutes les libertés, qu'elles soient sur le plan politique, économique, peut être à l'origine de très graves crises, peut-être qu'ils ne peuvent pas gérer. Merci. Merci, Mohamed. Nous allons regarder cette vidéo justement à propos de général Hassan. حكمت المحكمة العسكرية لمرسى الكبير بوهران مساء أمس الخميس على العميد المتقاعد عبد القادر أيتو عربي المدعو حسان ب5 سنوات سجنا نافذا. وقد تم الاستماع خلال المحاكمة إلى 7 شهود في هذه القضية التي توبع فيها العميد حسان بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية وتخريب وثائق. وقد تم توقيف العميد حسان في أوت الماضي وقد تم تقديمه أمام قاضي التحقيق. نصب رسميا العميد عبد القادر أيتو وعربي مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد عبد القادر حداد. Quel est le message justement que le pouvoir envoie à travers ces changements, ces accusations et tous ces procès à ses amis et à ses détracteurs aussi?
Et la justice, nous l'avons dit, quelle que soit la justice civile ou la justice militaire, c'est deux chantiers où il faut travailler sérieusement pour leur donner tous les moyens de fonctionner correctement, premièrement. Et comme on voit, on peut être avec le régime, et à un moment donné, on peut se retrouver en prison. Les liens se lient et se délient au gré des conjonctures. C'est pour éviter justement ce genre de calcul, les liens se lient au gré des conjonctures, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un fonctionnement institutionnel. Maintenant, demander à des hommes de revenir dans le système, ça, je l'ai dit dans une autre émission, autant que nous avons 3 grilles de lecture. La première, en tant que militants des droits de l'homme, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les Algériens vivent heureux dans leur pays en ayant tous leurs droits. Tous leurs droits, de l'expression, l'exercice politique et bien sûr l'initiative économique. Et la deuxième grille de lecture, j'ai dit tout simplement que ça obéit, donc faire revenir une personne, ça obéit certainement à des calculs aussi sécuritaires. Parce que sur le niveau du Sahel, il y a trop de calculs, il y a trop de milices, il y a de groupes armés, etc. Donc certainement ça obéit à ce volet. Parce que les relations franco-algériennes, la justice française est indépendante, malgré que vous pouvez changer les hommes, mais la justice suit toujours son cours en France. Okay. Et bien sûr, j'ai parlé aussi de la nécessité surtout de réfléchir au changement des mœurs politiques et à la nature même du régime algérien. Les Algériens ont besoin d'un régime qui comprend la situation, la transformation sociologique qui a été démontrée par le Hirak. Donc les Algériens veulent vraiment d'une démocratie effective, ils veulent de la tolérance, ils veulent vivre, qu'on respecte leur liberté individuelle, ils veulent aussi d'une justice indépendante. Donc il faut aller dans ce sens. Ça, c'est la seule garantie de la stabilité. Or, si on fait, bien évidemment, qu'on le veuille ou pas, le régime, au jour d'aujourd'hui, il a atteint sa limite. Parce qu'il n'arrive plus à se... malgré qu'il peut prendre des éléments par-ci, par-là, mais ce sont des éléments du même régime, du même système politique. Donc, où est la relève, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que, en continuant ainsi, le système lui-même, le régime, peut continuer sans endommager l'Algérie? Il faut qu'il se pose la question. L'Algérie, elle est en train d'aller où avec ce rythme? C'est pour cela qu'il faut rétropédaler, il faut réfléchir sérieusement à une transition démocratique effective. C'est la seule, à mon sens, qui garantit la stabilité pour l'Algérie. L'Algérie qui a été dite et qui était la Mecque des révolutions peut être la Mecque de la démocratie en Afrique du Nord et elle peut influencer toute l'Afrique. Merci. Merci, Mohamed Mziane. Omar Aït Mokhtar, Mohamed Mziane disait que cette logique, justement, cette justice risquerait d'endommager l'Algérie. Est-ce que les décideurs qui sont aujourd'hui au pouvoir sont conscients de ce danger, ou alors pour eux tout va bien, l'Algérie est en bonne voie, ma cache meshakil? L'Algérie de 20 heures, elle va très bien. La société n'a rien produit. Ce n'est pas parce que les Algériens ne sont pas productifs. On a empêché toute émergence de rechange. On a empêché l'émergence d'une autre génération qui pouvait prendre les commandes. Tebboune s'enferme dans ses certitudes avec son cercle. Les hommes qui l'entourent, il faut appeler le chat un chat. Hein. Il faut parler le langage simple. Les conseillers de Tebboune, je vous assure, moi j'en connais quelques-uns. Quand ils m'ont dit que voilà, telle personne est directeur de la communication, telle personne, je me suis dit, c'est eux qui vont conseiller le président. Donc au final, toute fin de journée, ils vont se réunir avec lui, ils vont le conseiller. Mais je lui dis, mais je ne pense pas, il doit y avoir des gens d'ombre. Donc Tebboune n'a plus d'hommes pour gérer. Bien sûr, si on rappelle Hassan, c'est parce qu'il n'y a pas de relève. Bien sûr, on n'a pas laissé ces gens-là mettre en place d'autres jeunes qui pouvaient gérer le pays. C'est la même chose à la présidence, c'est la même chose partout. Et quand tu as les gens qui sont tétanisés, vous savez, je connais certains colonels, et tout le monde en connaît, ils sont tétanisés. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, faire leur travail.
il y a toujours le regard du chef, tu appartiens à tel clan. Pour un regard, tu peux y aller en tôle. Donc, on n'a pas laissé émerger une génération qui pouvait prendre en charge le pays d'une manière démocratique. Il n'y a ni justice ni démocratie. J'ai entendu votre invité que je salue, Mohamed Amziane Rahmoun. Ben, quand je l'entends parler, je me suis dit, il ne vit pas en Algérie, il vit au Canada, aux États-Unis. Il parle comme si, enfin, Inch'Allah, je souhaite à cette Algérie qu'il décrit arriver demain. Mais ce n'est pas demain la veille, je ne pense pas. Ces dirigeants, c'est la fuite en avant. Quand il y a des informations qui circulent, évidemment, maintenant, il y a un pays qui fonctionne avec des rumeurs. L'armée algérienne est arrivée jusqu'à ce qu'on écoute Garmit Bonouira nous sortir les secrets de l'intérieur. C'est triste quand même. Ce n'est pas ce peuple, c'est eux-mêmes qui font c'est honteux. Donc ils arrivent à divulguer les secrets. Et tu sais, toutes les informations qui sortent chez les youtubeurs. Les youtubeurs, ils ont fait fureur. D'où viennent ces informations? Tu crois qu'ils sont plus intelligents que moi, que toi, que les gens qui entendent? Ça sort de l'intérieur, c'est le clanisme. Pour abattre un général, donc tu as d'autres généraux qui sortent ces informations. Et l'affaire de Garmit Bonouara est arrivée au summum de la bêtise. Donc ce n'est pas un pays, c'est honteux quand même. Mais moi je pense à demain. Aujourd'hui, il est temps de penser à laisser les Algériens débattre, un débat libre. C'est que si on empêche le RCD, par exemple, il y a une polémique sur le RCD, pourquoi empêcher un parti agréé de faire des réunions, des débats publics? Il a des choses à proposer. C'est un parti agréé. À la limite, quand il n'est pas agréé, ok, c'est bon. Et il faut des autorisations. On ne lui donne même pas l'autorisation pour faire un débat public. Au moment où on laisse Ben Guerina faire ses meetings un peu partout en Algérie, sans problème. Alors, Ben Guerina, moi j'aimerais bien trouver un Algérien sensé qui se reconnaît en Ben Guerina. L'Algérie est gérée par Ben Guerina. Je n'imagine pas un pays comme l'Algérie géré par. Mais avec ces gens-là, c'est possible. Et ils disent que c'est le plus grand parti parce qu'on lui rassemble les islamistes, les machins et tout ça. Donc on lui donne les moyens. Il faut voir le siège qu'il a sur les hauteurs d'Alger. C'est incroyable. D'où vient l'argent? Donc on est en train de discréditer l'État. Donc, il n'a plus de sens en Algérie. Et évidemment, vous voyez, donc, Saïd El-Arda qui a écrit une lettre au président de la République, à la présidence. Mais c'est Ben Guerina qui l'a appelé. Pourquoi tu écris la lettre? C'est comme si Ben Guerina donne à la présidence. Donc, Boualem l'a donné à Ben Guerina pour convaincre Saïd El-Arda de ne pas sortir les informations et tout ça. C'est pas un État, c'est une mafiocratie. Et voilà, et on avance comme ça. Merci, Omar. Mohamed Amziane Rahmoun. Beaucoup de questions, justement, se sont soulevées par rapport à la justice, par rapport aux droits de l'homme en Algérie. Aujourd'hui, il y a plusieurs détenus d'opinion. Il y a plusieurs rapports internationaux, surtout sur les droits de l'homme en Algérie, sur ces détenus. L'Algérie qui continue dans son entêtement, qui ne veut pas reconnaître même pas l'existence de détenus politiques en Algérie. Oui, bien sûr, c'est bien sûr qu'ils ne reconnaissent pas. C'est une forme. Ils le savent, mais c'est pas une question. Ils savent que ce sont des détenus d'opinion. Pour des posts Facebook, et il y a plusieurs rapports, dont les rapports que Riposte International a rédigés. Des posts Facebook, vous allez vous retrouver en prison pour des accusations des plus grandes. Ou un journaliste qui publie sur sa page Facebook un article qu'il a lui-même publié dans un article de presse, alors qu'on le condamne pour un article qu'il a publié sur sa page Facebook, alors que l'article de presse, non, il y a aussi c'est des scénarios kafkaïens qui nous interpellent. Et c'est pour ça que la situation est dangereuse aussi, parce que la fermeture, au jour d'aujourd'hui, dans ce contexte international qui évolue rapidement, et comme j'ai dit qu'il y a une forme, vous avez, si vous voulez, pour moi, s'il y a une force qui est en train de prendre la part du lion au niveau du Sahel, c'est la Russie. Et quel régime a la Russie?
N'oublions pas que c'est une dictature aussi à ciel ouvert, qu'on le veuille ou pas. C'est le retour presque du tsarisme. Ça, c'est bien sûr, je suis en train d'exagérer, mais c'est à peu près ça. Poutine est un président à vie. Et donc, c'est tout ce contexte qui fait peur. Mais les Algériens, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que la contre-révolution est en train de montrer qu'ils essayent de faire peur au maximum, de tétaniser, comme l'a si bien qualifié M. Omar El Mokhtar. Mais cette forme, titaniser le peuple algérien, elle peut marcher à une période de temps, mais les conséquences peuvent être néfastes. Et comme les choses bougent, les choses bougent rapidement, comme les liens entre certains pays sont en train de se lier au détriment des intérêts algériens, est-ce qu'ils peuvent maintenir l'Algérie dans ce sens? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire l'hypothèse que ça peut claquer? Mais quand même, nous sommes en train de... Et le danger vient du régime algérien. Moi, je ne dis pas que le danger vient de l'extérieur. Moi, je dis que le danger vient du régime algérien. Si le régime algérien arrive à voir clair qu'il n'y a pas aucune issue, uniquement par le respect de son peuple, en lui donnant à son peuple les moyens de se développer, parce que nous avons, en tant qu'Algériens, beaucoup de qualités, sur tous les plans. Nous avons des scientifiques, nous avons des intellectuels, et des politiciens, il faut juste leur donner les moyens pour qu'ils puissent être créatifs. Un rassemblement d'un parti ne peut pas être autorisé tel que le RCD est une ignominie. Alors que Ben Guelina, nous savons ses positions, ses différents discours. Pratiquement, c'est un abitissement du peuple. Alors que pour un peuple algérien qui a plusieurs années d'indépendance, qui a produit beaucoup de journalistes, d'écrivains de renom, des politiciens, c'est vraiment dramatique. Merci. Merci, Rahmoun. Mais la question se pose toujours, Monsieur Rahmoun, comment sortir justement de cette labyrinthe-là, de cette situation? Parce qu'on en parle depuis des années, depuis des décennies. Même vous, les militants des droits de l'homme, depuis même Missili, en passant par Ahmed, Saadi, etc., jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même question qui est posée, les mêmes questionnements. Les réponses ne viennent toujours pas du côté du régime. Comment voyez-vous l'avenir, justement? Pour ma part, c'est ce que je vois, ça n'engage que moi, bien sûr, et ceux qui croient au même rêve. Dans le contexte algérien, la sociologie du peuple algérien, avec ses différentes cultures, etc., il n'y a pas aucune autre issue que la démocratie effective, le respect des cultures, le respect des langues, la tolérance religieuse. Il n'y a pas que... les Algériens, la majorité des Algériens sont des musulmans, ou si vous voulez, de tradition islamique. Mais il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des communistes. Il y a aussi plusieurs courants dans l'islam, qu'on le veuille ou pas. Minoritaires ou pas minoritaires, mais ils existent. Il n'y a que la tolérance religieuse et la tolérance existentielle, c'est-à-dire de confession. Une personne peut ne pas croire du tout. Ça, c'est comme ça que c'est l'Algérie. Et en même temps, penser à la démocratie, à l'alternance au pouvoir, il faut l'accepter. La séparation des pouvoirs, l'état de droit, la liberté d'expression. C'est à ce prix, c'est ça qui peut donner à l'Algérie un rayonnement. Nous avons le potentiel humain qu'il faut, nous avons des richesses naturelles, des initiatives, une diaspora quand même qui a démontré sa qualité dans différents pays, et nous avons des militants qui aiment leur pays. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'Algérie. Il ne faut pas la voir d'une manière monolithique, imposer tout. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Alors comment ils peuvent espérer que ça va marcher encore? Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs est condamné à revivre les mêmes erreurs. Monsieur Mohamed Amziane Rahmoun, un jeune Algérien, a tenté de s'immoler devant le ministère de la Justice aujourd'hui à Alger. Alors, j'ai son nom, c'est Fawzi Zebgout, est à l'hôpital des Grands Brûlés d'Alger, mais il se porte bien, a assuré média local Frendan News sur Facebook, sans citer de source. Mohamed Amziane, sur cette vidéo. Alors, nous allons regarder la vidéo. المهم قاضي تاع فرندا كي رقدنا سمير قاضي سمير تشوف البنزين انا قلت لك غادي في قصر مراديه بصح حكيتها لك انا عندي وزاره الحج صاي هذا البنزين
C'était sa manière donc de protester contre une injustice dont il s'est senti victime. Et c'est incroyable. Voilà les conséquences quand on ferme, quand la justice n'est pas indépendante, quand les jeunes n'ont pas d'espoir, quand ils ne peuvent pas prendre des bacs de fortune pour quitter l'Algérie. Voici le résultat. Est-ce que la responsabilité incombe à qui quand un jeune, à la fleur de l'âge, arrive à s'immoler ou veut s'immoler tout simplement pour mettre fin à sa vie comme ça devant le palais de justice? C'est incroyable. Je n'ai même pas les mots. J'ai vu cette vidéo tout à l'heure dans votre émission. J'ai été choqué. Dans l'émission Kabyle, j'étais complètement choqué. Je suis encore sous le choc. Ça m'a vraiment attristé. C'est incroyable. Le Bouazizi, c'est comme ça en Tunisie. Il s'est immolé. Après, ça a donné... C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et encore en Algérie, après combien d'années d'indépendance et de souffrance, combien de mouvements, le printemps berbère, la décennie noire, le 2001, combien de souffrances. Et encore, au jour d'aujourd'hui, des Algériens arrivent à s'immoler. C'est dramatique. Il y a pas, je n'arrive même pas à m'exprimer. Merci Mohamed Damzani. Omar est Mokhtar sur cette vidéo sur ce jeune originaire de Tieret, de Frenda, Fawzi Zegot, qui a donc tenté de s'immoler ce matin. C'est un jeune qui ne supporte pas l'injustice qui s'abat sur lui, donc la justice n'arrive pas à régler son problème. La seule solution, c'est de s'immoler. Malheureusement, c'est dramatique, c'est une tragédie. En Tunisie, effectivement, quand je viens d'entendre Bouazizi, ça a fait bouger tous les Tunisiens, parce qu'il y a un peuple. J'ai l'impression qu'en Algérie, on ne bouge plus, on est tétanisé, on a peur. C'est une société qui a peur, il faut le dire comme ça. La peur est humaine, mais là, c'est tout un peuple qui ne peut pas bouger. D'ailleurs, quand je vois le pouvoir, enfin le gouvernement français qui commence à divulguer les comptes bancaires et les biens mal acquis en France, des dignitaires bien évidemment, donc la fuite des capitaux, ce peuple algérien, le grand peuple algérien, personne n'en parle. Au contraire, on attaque la France, attaque à la France. Normalement, on applaudit la France d'abord et on récupère ses biens. Donc, on doit déposer plainte à Paris pour récupérer ses biens et on dépose plainte aussi contre le gouvernement français qui les a laissés depuis longtemps ramener leur argent ici. Pourquoi maintenant? Mais c'est un peuple qui regarde faire. Vous savez, le monde, il ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui le regardent faire. Même pas dans les pages Facebook, je ne vois pas de commentaires dans ce sens. On se tait. Donc, se taire, c'est être encore complice. On est criminel. Donc, ce jeune, le pauvre jeune, il a subi de l'injustice, il ne le supporte plus, donc il met fin à ses jours. C'est l'Algérie. Il y en a beaucoup comme ça qui subissent de l'injustice. Ceux qui sont en prison, par exemple, je parle des militants kabyles, des condamnés à mort. C'est une justice qui peut condamner à mort 38 personnes en 24 heures. Comme ça. Non mais il faut arrêter. D'ailleurs, l'Arbanat Yeretten, il s'agit des prisons de l'Arbanat Yeretten. Cet État a failli à sa première mission qui est de protéger les biens et les personnes. Elle n'a protégé ni les biens, elle n'a pas les moyens d'éteindre le feu, elle n'a pas de Canadiens. C'est un pouvoir qu'il faut condamner d'abord avant tout. C'est la faute au pouvoir. La décennie noire, c'est la mauvaise gouvernance qui nous a menés dans le mur comme ça. Et qu'est-ce que fait l'État algérien en France? D'ailleurs, le pouvoir veut noyauter toutes les associations, tous les partis politiques, les Belgrines, même le RCD, on l'empêche. Et en France, on vient donc se servir de cette communauté algérienne. On est en train de fabriquer de faux responsables. Avec la mosquée de Paris, on utilise encore la mosquée Hafiz. Même toutes les semaines, il fait un discours. Il va voir Tebboune. C'est la diplomatie parallèle. Personne n'en parle. Donc, à ce sujet d'ailleurs, nous sommes en train de créer une mosquée kabyle parce que nous sommes différents et on ne veut pas être représentés. Enfin, on n'a jamais été représenté par la mosquée de Paris. Elle nous compte comme musulmans et c'est elle la responsable. Donc, maintenant, ça suffit. On va contrer ce pouvoir, on va le mettre à genoux. Ici en France, je parle. Donc il est hors de question que Tebboune vienne avec ses relais ici
et puis la mosquée de Paris, on va faire face. Voilà. Et puis, cette histoire des biens mal acquis en France, on ne se laissera pas, on veut la vérité. La justice française, là, il y a une justice. Elle va nous... Merci Amaret Mokhtar, يعطيك الصحة. Merci Mohamed Mziane Rahmoun. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah, في قناة